Au menu de ce Weekly Tech, YouTube change ses règles et les insultes vont pouvoir faire leur retour, enfin presque. Vous devriez faire attention si vous avez une Wii U qui traîne au fond d'un placard, elle est probablement déjà cassée. On passe à Twitter qui était en PLS à cause d'une bourde du dernier ingénieur responsable de la fiabilité encore présent. L'histoire est absurde. Vous n'imaginez pas le temps moyen que passent les moins de 2 ans devant les écrans, l'Assemblée nationale légifère. Et enfin, les nouveaux Mac M3 arrivent bien plus tôt que prévu et il pourrait s'agir d'un pas de géant technologique. Allez, le Weekly Tech, c'est parti! Le responsable des partenariats en France, Romain Cabrolier, s'est ainsi exprimé sur Twitter pour tenir au courant les changements à venir en termes de monétisation avec des insultes. Parce que oui, depuis quelques temps, si vous balancez une quelconque insulte, il y avait de grandes chances que vous perdiez une partie, voire toute votre monétisation. En d'autres termes, votre vidéo est considérée comme sensible, du coup, forcément, les annonceurs sont moins enclins à apparaître au début. Il sera donc possible d'utiliser de la vulgarité modérée et de garder sa monétisation complète. Mais on rentre là dans la subtilité du terme modéré qui peut vouloir tout et rien dire. En regardant un peu de plus près ces conditions, la répétition peut permettre de mieux faire passer les insultes. Certaines insultes sont rentrées dans le langage commun et utilisées à tout va et ne seront pas réprimandées. Par exemple, si j'utilise un mot comme ça ne passe pas du tout, on le bip. Par contre, si je le répète tout au long de la vidéo, comme une ponctuation, aucun problème. Parce que YouTube considère que c'est dans mon langage et pas seulement une insulte qui est balancée comme ça. Autre subtilité, on peut du coup se dire que le mot peut être utilisé de la même façon. Eh ben non, lui aussi est bipé. Les revenus seront limités, voire supprimés. Étonnant pour une vulgarité qui est sacrément utilisée dans le langage français. En revanche, pour ce qui est du langage vulgaire abrégé, comme WTF par exemple, ne pose aucun problème. Par contre, il ne faut pas le dire au complet. Globalement, il y a certains mots que l'on peut dire comme bordel et chiant librement sans démonétisation. Ça fait une liste plutôt courte quand même. Romain Cabrolier explique ainsi que ces changements sont dus à un retour direct des créateurs. Parce que oui, la fronde semble être lancée depuis des mois, que ce soit JDG, Joyka et même Cyprien dans son dernier sketch, tout le YouTube francophone s'oppose à ces restrictions strictes. Du coup, les choses changent, même si cela ne semble pas aller assez loin. Il ajoute ainsi qu'il y aura certains points à affiner dans les prochaines semaines et qu'il reste à l'écoute de la communauté. Mais bon, difficile de voir un retour au YouTube d'il y a 10 ans bien moins prude. La vulgarité ne fera clairement pas son retour de façon normalisée sur la plateforme. Et pour vous, c'est un truc qui vous dérange que les créateurs ne soient pas libres de leurs paroles? Dites-le nous en commentaire. Avis à toutes les personnes qui ont une Nintendo Wii U, il est fort possible que vous deviez jeter un coup d'œil à son état de fonctionnement. Depuis quelques années, des utilisateurs pointent du doigt une défaillance sur les Wii U non utilisés. À tous les nostalgiques de la console qui fut l'un des plus gros échecs commerciaux de Nintendo, il est sûrement temps de ressortir votre appareil. Vous serez rapidement fixé sur le sort de l'incomprise Wii U. Un utilisateur explique ainsi ne pas avoir utilisé sa console depuis 5 ans avant d'avoir une certaine envie de la ressortir. Lors de sa dernière session de jeu sur celle-ci, avant de la ranger au placard, elle fonctionnait très bien. Mais c'est le drame, dès l'allumage, elle obtient un code erreur 160-0103 et un écran noir. Malheureusement, il s'agit d'une défaillance de la mémoire interne. D'autres utilisateurs se retrouvent avec un code 160-2155, la Wii U se lance normalement, mais dès que l'on souhaite jouer à un jeu stocké en interne sur la console, impossible. Idem pour les mises à jour ou les transferts de stockage interne vers la carte SD. La gestion des téléchargements est bloquée jusqu'à afficher un écran noir aussi. Vous allez maintenant vous demander comment résoudre le problème. Eh ben, malheureusement, il ne semble pas vraiment y avoir de solution. En tout cas, le SAV de Nintendo ne prend plus en charge les réparations, du coup, il ne propose aucune solution. Du côté des bidouilleurs, la réponse est malheureusement assez similaire. Tout le monde semble unanime sur l'impossibilité de réparer la Wii U. Le problème est qu'une fois la mémoire NAND corrompue, il ne reste plus grand chose à faire. Un hard reset ne résout pas le problème et une réinitialisation de la NAND flash risque plus de casser définitivement la console. Du coup, si vous avez une Wii U qui traîne, c'est probablement l'heure de faire un tour dessus et voir si vous êtes touché par ce bug. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. La saga Twitter ne s'arrêtera jamais et franchement, avec ce genre d'histoire, on ne peut que se délecter. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le 6 mars, Twitter a subi quelques dysfonctionnements. Des images qui ne chargent pas, des vidéos qui essaient de se lancer en vain et même l'impossibilité d'utiliser des applications tierces qui emploient l'API du réseau social, comme TweetDeck par exemple. Bref, c'était le chaos et vous n'êtes pas prêt quand vous allez apprendre la raison. Parce qu'au final, le plus drôle n'est pas le bug, mais bien les causes. Déjà, on sait que de nombreux employés ont été licenciés, puis embauchés de nouveau, un bordel social causé par le nouveau patron de Twitter, Elon Musk.
parce que là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Du coup, on se retrouve avec un seul ingénieur chargé de la fiabilité de Twitter sur un projet massif. Oui, un gars qui doit gérer la fiabilité d'un réseau social avec 240 millions d'utilisateurs pour déployer une nouvelle fonctionnalité. Enfin, quand je dis une fonctionnalité, c'est plutôt une fonction en moins. Et du coup, c'était inévitable, il a fait une bourde. Selon une source de The Verge, l'ingénieur a effectué un mauvais changement de configuration qui a essentiellement cassé l'API Twitter. S'en est alors suivi une cascade de conséquences. Et tous ces bugs sont venus d'un test pour modifier l'API pour la rendre payante. Donc tous les services tiers qui utilisent actuellement Twitter devront payer. Mais il semble y avoir du boulot parce que Elon Musk a commenté expliquant que la pile des codes est extrêmement fragile sans raison valable selon lui et qu'il y aura finalement besoin d'une réécriture complète. Ce que de nombreux ingénieurs en interne expliquent est que le code de Twitter est en retard technologiquement. Du coup, il faut tout reprendre pour faire des améliorations. Car dès que l'on touche à quoi que ce soit, ça casse. Donc entre les licenciements d'au moins 550 ingénieurs à temps plein et les changements rapides de Twitter, le code ne peut pas rester stable, devenant très vulnérable aux pannes en tout genre. Bon, par contre, si vous pensiez que l'ambiance était chaotique en cette période au sein des locaux, apparemment, pas du tout. Les pannes sont si fréquentes que c'est devenu presque normal selon un employé, au point même d'en rigoler. Et vous, au final, depuis qu'Elon Musk est à la tête de Twitter, ça vous fait plus ou moins aller sur le réseau social? Dites-le nous en commentaire. C'est tout simplement absurde le temps que les enfants de moins de 2 ans passent devant les écrans, que ce soit le smartphone des parents, une tablette ludique ou la télévision directement. La députée du parti Renaissance, Caroline Janvier, a ainsi déposé un projet de loi pour réduire la surexposition des bambins à la lumière bleue des écrans. Enfin, plus précisément, elle se concentre sur les moins de 6 ans. Elle a ainsi sorti une étude plutôt inquiétante sur le temps d'écran des enfants de moins de 2 ans. On découvre ainsi que dans cette tranche d'âge, les jeunes enfants passent en moyenne 3h11 par jour. C'est tout simplement colossal. Même si les outils numériques peuvent être un excellent moyen d'apprentissage, à moins de 2 ans, cela fait vraiment tôt. Surtout que les tablettes éducatives commencent souvent après 2 ans. Donc il ne reste que le smartphone et la télévision. Mais du coup, pour en revenir au texte de loi, il propose une formation spécifique pour les professionnels de santé pour la sensibilisation des parents au risque des écrans sur la santé de leurs enfants. Cela reste purement préventif. Les établissements de petite enfance auront aussi des règles beaucoup plus strictes en matière d'utilisation des écrans. Donc on imagine qu'il ne pourra pas vraiment y avoir de dessin animé après le goûter. Le groupe Modem a aussi demandé à ce que des recommandations soient inscrites dans le carnet de grossesse pour que les parents soient informés. Les enfants auront aussi pendant les rendez-vous médicaux une sensibilisation au risque excessif de l'exposition aux écrans. La députée a ainsi obtenu le vote des 145 députés présents pour une adoption en première lecture. Seul le groupe Les Républicains et la France Insoumise n'étaient pas pleinement pour, demandant à ce que le texte soit élargi à une tranche d'âge beaucoup plus large. À présent, il faudra qu'il soit voté par les sénateurs. Et pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose de limiter le temps d'écran des plus jeunes? Malgré les bienfaits en termes d'éveil intellectuel, les risques sur la santé doivent-ils primer? Dites-le nous en commentaire. Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, qui a bien souvent raison quand il s'agit d'Apple, vient de dévoiler les 3 modèles de Mac qui devraient faire leur apparition plus tôt que prévu dès le printemps, voire l'été. C'est vraiment proche, surtout que le gap technologique pourrait être vraiment impressionnant. On va commencer par parler du Mac dont on est presque sûr de tout savoir, le Mac Pro sous le nom de code J180. C'est au final le moins excitant de tous car il devrait intégrer une puce M2 Ultra avec au maximum 24 cœurs de processeur et 76 cœurs graphiques contre les 20 et 64 du M2 Ultra du Mac Studio. Une faible différence au final. Il devrait aussi grimper à 192 Go de RAM contre 128 précédemment sur la version Studio. Donc rien de bien incroyable, mais il faut souligner qu'il s'agira du Mac le plus puissant jamais créé. On retrouve ensuite le MacBook Air 15 pouces qui pourrait arriver et c'est une véritable surprise. Il s'agira véritablement du plus gros MacBook Air. Actuellement dénommé sous le nom de code J515, il devrait avoir une puce M2 Pro. Il est peu probable selon Mark Gurman qu'il intègre le nouveau processeur M3, mais déjà l'agrandissement de l'écran est un bonus en plus d'avoir une puce professionnelle. Par contre, le grand point d'interrogation est sur la puce du MacBook Air 13 pouces. Selon toute logique, Apple n'aurait aucun intérêt à mettre de nouveau une puce M2 sans faire de gros changements. Du coup, on peut imaginer le processeur M3 faire son arrivée dans le MacBook Air de 13 pouces. Surtout que depuis le début de cette transition, ça a toujours été ce modèle qui a reçu le nouveau processeur en premier. Et enfin, le dernier indicateur est qu'Apple a annoncé vouloir actualiser chaque année son processeur. La puce M3 d'Apple devrait être gravée en 3 nanomètres contre les 5 du M2, offrant ainsi un gain d'efficacité énergétique
et de performance. On se rapprocherait ainsi un peu plus des gravures en dessous du nanomètre. Maintenant, il va falloir attendre le printemps et croiser les doigts. Et vous, qu'est-ce qui vous chauffe le plus entre le MacBook Air M3 ou le MacBook Air 15 pouces? Dites-le nous en commentaire. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.